Bonjour à tous, comprendre sa santé pour mieux la vivre, c'est notre mission. Bon, aujourd'hui on va décrypter ensemble un phénomène qui a littéralement envahi les réseaux sociaux et nos discussions, la fameuse dopamine détox. Vous avez forcément vu passer ce mot dièse qui cumule des milliards de vues en promettant monts et merveilles pour retrouver une concentration d'acier. Eh bien, on va voir pourquoi cette appellation est scientifiquement trompeuse. Mais attention, paradoxalement, on va aussi découvrir pourquoi la pratique en elle-même peut s'avérer super utile quand on la comprend bien. Si vous voulez continuer à explorer le corps humain avec des infos fiables, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Regardez un peu cette promesse. Elle est séduisante, non ? Des millions de personnes croient dur comme fer qu'elles peuvent purger, nettoyer et carrément réinitialiser leur système de récompense juste en évitant de s'amuser. C'est vendu comme une sorte de bouton magique sur lequel il suffirait d'appuyer. Sur Internet, on voit des gens s'enfermer dans le noir pendant 48 heures, refuser d'écouter de la musique ou fuir toute interaction sociale dans le seul but de priver leur cerveau de la moindre stimulation. L'idée reçue, c'est qu'en coupant drastiquement tous les plaisirs, le cerveau va se vider d'une substance nocive et repartir à neuf. Alors, la grande question, peut-on vraiment nettoyer son cerveau ? La réponse courte, directe et scientifique, c'est non. Pas du tout. Et c'est justement là qu'est tout le paradoxe de notre décryptage d'aujourd'hui. La base biologique de cette fameuse détox est complètement fausse. On ne vide pas un cerveau humain comme on vide la corbeille d'un ordinateur. Il n'y a pas de fonction redémarrage à zéro. Mais, et c'est un grand mais, la pratique en elle-même, le simple fait de faire une vraie pause face au tumulte numérique, eh bien ça a une vraie valeur. Pas pour des raisons de nettoyage biologique, mais pour des raisons bien différentes. Il faut vraiment qu'on opère un changement radical de perspective pour aborder ça sereinement. Oublions une bonne fois pour toutes ce mythe neurochimique simpliste et concentrons-nous sur ce que la science prouve vraiment. C'est une question de comportement. Avec le calme et la précision qui caractérisent Vitalis, on va démêler le vrai du faux. Le but, ce n'est surtout pas de culpabiliser ceux qui ont testé cette méthode, mais bien de comprendre ce qui se passe réellement là-haut quand on décide de couper les écrans et de s'éloigner des environnements ultra-stimulants. C'est avant tout une reconquête de l'attention, bien plus qu'une question de chimie pure. Partie 1. Le véritable rôle de la dopamine au-delà de la molécule du plaisir. Bon, on s'y plonge. Pour bien comprendre pourquoi le mot même de détox est complètement à côté de la plaque, il faut savoir ce qu'est vraiment la dopamine. Vous dépassez le jargon d'Internet. Les données de l'université du Colorado Anschutz sont très claires. Ce n'est pas juste un bouton à plaisir. C'est un neurotransmetteur naturel, un messager chimique essentiel qui permet à nos neurones de communiquer entre eux. C'est le moteur biologique de notre motivation, de l'apprentissage de nouvelles compétences et de la gestion de l'effort au quotidien. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que la dopamine n'est pas une toxine. Elle n'empoisonne personne, donc il n'y a littéralement rien à détoxifier. C'est un élément physiologique indispensable pour rester en bonne santé. La biologie nous montre que c'est un système hyper sophistiqué. Si on regarde les revues scientifiques des Instituts nationaux de la santé, les fameux NIH américains, le traitement d'une récompense par le cerveau ne se résume pas à une fraction de seconde de plaisir. C'est un processus en plusieurs étapes. Imaginez juste que vous avez soif. D'abord, l'anticipation vous fait prédire le soulagement que l'eau va apporter. Ensuite, votre cerveau évalue le coût et le bénéfice. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire l'effort de se lever du canapé ? Puis vient l'exécution, où vous utilisez vos compétences motrices pour marcher et prendre le verre. Et enfin, l'apprentissage met à jour vos attentes en confirmant que c'était une bonne idée. C'est un réseau neuronal immense. Ça ne peut en aucun cas être réduit à un niveau de dopamine qui monterait ou descendrait de façon binaire, comme une jauge d'essence dans une voiture. Et pour aller encore plus loin dans la nuance, de récentes recherches de l'université Northwestern nous montrent que la dopamine, ce n'est pas que pour les choses sympas ou gratifiantes. En fait, elle est absolument vitale pour notre capacité d'adaptation face au danger. Des signaux dopaminergiques s'activent face à des situations désagréables, comme le réflexe de ne pas retoucher une plaque brûlante ou d'esquiver rapidement un obstacle dans la rue. La dopamine nous aide activement à apprendre comment éviter ces situations négatives pour survivre. Donc, classer ça en bon ou mauvais, c'est scientifiquement faux. C'est le fondement même de notre adaptation à un monde complexe. Partie 2. Déconstruire la détox, 3 mythes majeurs. Maintenant qu'on a posé de solides bases neurobiologiques, on va pouvoir démonter les affirmations virales qu'on voit pulluler en ligne. Démontons ces 3 grands mythes. Premier mythe, on l'a dit, la dopamine n'est pas un déchet toxique qui s'accumule dangereusement sous le crâne à force de faire défiler des vidéos. Deuxième mythe, c'est biologiquement impossible de vider son cerveau de sa dopamine en s'ennuyant tout un week-end, ni de le réinitialiser comme par magie. D'ailleurs, sans dopamine, un être humain serait incapable d'initier le moindre mouvement, une situation grave qui rappelle d'ailleurs les symptômes de certaines maladies neurologiques. Et troisième mythe, résumer la dopamine au plaisir, c'est occulter totalement son rôle vital dans la survie à l'apprentissage. Bref, éviter provisoirement des activités stimulantes ne supprime en aucun cas la dopamine de votre circuit cérébral.
Cette comparaison visuelle illustre parfaitement l'écart énorme entre le discours en ligne et la science. Côté gauche, la promesse d'Internet, on fait un court jeu numérique et hop, ça agit comme un chargeur branché sur une prise, remplissant magiquement la jauge de motivation. C'est l'analogie absurde de la batterie de téléphone. Côté droit, la réalité scientifique appuyée par le NIH, l'abstinence ne vide ni ne restaure aucun réservoir biologique statique. Les récepteurs neurochimiques s'adaptent de manière infiniment plus subtile et sur des temps beaucoup plus longs. La métaphore du jeûne neurochimique est donc biaisée dès le départ. Il faut toujours faire très attention quand on plaque des concepts ultra simplifiés sur le comportement humain. Partie 3. La véritable utilité d'une pause numérique et pourquoi cela fonctionne quand même. Alors, vous allez sûrement me poser une question très pertinente. Si toute cette biologie est fausse, pourquoi tant de gens affirment sincèrement se sentir beaucoup mieux et plus concentrés après cette fameuse détox? Eh bien, la réponse réside dans la psychologie. Les experts de l'Université du Colorado Anschutz l'expliquent très bien. Si on enlève l'épais vernis pseudo-scientifique, ce concept s'apparente en fait à une excellente forme de pleine conscience, ce qu'on appelle la mindfulness, et un super outil de modification du comportement. C'est une démarche qui permet de faire un pas de côté, de prendre du recul pour observer de façon neutre et apaisée nos propres habitudes devenues inconscientes. Regardons en détail les bénéfices concrets. Déjà, ça réduit cette immense fatigue mentale liée aux notifications et aux messages en continu. Ensuite, ça crée un vrai espace de silence. Vous savez, ce fameux réflexe zombie, on est dans la file d'attente au supermarché et à la première seconde d'ennui, on sort machinalement le smartphone. S'imposer une pause permet d'enfin voir ces automatismes. Et ça aide grandement à retrouver un sentiment de contrôle réel sur nos choix. Enfin, ce recul permet très souvent d'identifier ce qui déclenche vraiment notre stress caché au quotidien. En clair, on ne change pas sa biologie clinique en 3 jours, mais on reprend incontestablement le contrôle de son attention. Partie 4. Construire de meilleures habitudes avec une approche graduelle et réaliste. Donc, le point crucial, c'est la méthode qu'on emploie pour changer. Comment faire ça sainement, sans tomber dans le piège du tout ou rien, qui finit presque toujours par un échec culpabilisant. Les experts recommandent une approche graduelle. 1. Au lieu de tout couper brutalement, ciblez un comportement précis qui pose problème, comme scroller des vidéos sans fin tard le soir. 2. Définissez une durée de pause raisonnable et atteignable. Et 3. Ajustez physiquement votre environnement. Le NIH le confirme, le contexte est primordial pour modifier l'évaluation du coût-bénéfice. Si le téléphone est dans une autre pièce plutôt que sur la table de nuit, l'effort pour l'attraper change totalement la donne et ça décourage l'automatisme. C'est fondamental de comprendre ça. Un changement durable, ce n'est pas qu'une question de volonté de faire. Faut être stratège, il faut gérer son contexte, anticiper les déclencheurs et surtout, trouver des alternatives saines et relaxantes pour occuper le temps libéré. Lire un bon livre, marcher en plein air, faire une activité manuelle. D'ailleurs, si ce décryptage vous apporte des clés utiles pour le quotidien, c'est vraiment le moment idéal pour l'aimer et partager cette analyse avec un proche à qui ça pourrait faire du bien. Partie 5. Quand consulter un professionnel? Comprendre la véritable dépendance. On aborde ici une limite essentielle à toutes ces méthodes de développement personnel. Il y a une ligne très nette entre une mauvaise habitude tenace qu'on peut gérer de façon autonome et une véritable dépendance pathologique. Si un comportement vous cause une vraie souffrance psychologique, un isolement ou une perte totale de contrôle sur votre quotidien, attention, ce n'est en aucun cas un manque de volonté ou un échec moral. C'est une situation complexe qui dépasse de très loin une petite pause numérique de quelques jours. Ça nécessite une approche médicale, toujours avec beaucoup de bienveillance et de compassion envers soi-même. C'est pour ces raisons qu'il est de notre devoir de rappeler les règles de prudence médicale fondamentales de Vitalis. Règle absolue, on ne modifie ou n'arrête jamais seul un traitement médical agissant sur la dopamine sans l'avis strict de son médecin. Ensuite, n'attendez pas d'une simple détox numérique qu'elle guérisse par magie des troubles cliniques diagnostiqués comme un TDAH sévère ou une dépression majeure. Et enfin, si on soupçonne une véritable addiction, que ce soit aux écrans ou autres, l'orientation vers un professionnel qualifié comme un addictologue ou un psychologue est indispensable. C'est la seule voie sécuritaire. Pour synthétiser, l'idée de la dopamine détox a au moins le grand mérite de nous encourager à prendre du recul sur nos environnements ultra stimulants. Débarrasser de ces fausses promesses chimiques, c'est un excellent outil de pleine conscience pour rééquilibrer le quotidien. Mais faites confiance à votre biologie. Votre cerveau n'est pas un déchet toxique. Il n'a pas besoin d'être purgé de l'intérieur. Il fait simplement de son mieux pour s'adapter à un monde numérique infiniment complexe. Apprenons à gérer nos environnements avec stratégie plutôt qu'à coup de privation extrême. Si cette analyse approfondie a permis d'y voir plus clair, l'abonnement à la chaîne permet de soutenir notre travail. Finalement, au lieu de chercher un hypothétique bouton magique, est-ce qu'on est tout simplement prêt à affronter nos automatismes et à en reprendre doucement mais sûrement le contrôle ?
Prenez soin de vous.